vous avez dit, et j'ai un temps limité. J'ai une consultation d'une demi-heure en plus. Et vous avez d'autres remarques sur les difficultés qu'on a à soigner, complémentaires à ce qu'a dit notre collègue? Les difficultés qu'on a à soigner tous les jours, il y a l'aspect technique pour revenir à votre remarque. L'aspect technique, on l'a dominé. On sait ce qu'il faut faire. On sait ce qu'il faut faire pour le diabète, quel traitement on doit donner. En l'ordonnance, on sait parfaitement. Mais comment appliquer tout cela en pratique? Et réussir. Réussir. Le but n'est pas seulement d'éduquer. C'est pas comme à l'école. Ici, chez le patient, on doit réussir. On doit réussir parce que si on ne réussit pas, c'est la catastrophe. Ça peut être une catastrophe. C'est l'absence d'adhésion au traitement, les complications qui peuvent en survenir. S'il prend le traitement, il ne fait pas les précautions pour l'insuline, par exemple, il risque de faire une hypoglycémie. Si c'est pas ce que... Donc là, on est obligé. C'est pas comme à l'école ou à l'université, on peut réussir et une autre année, on n'a pas envie de travailler, c'est pas grave. Là, notre patient, il doit réussir. Remarquez, notez ce point parce qu'il est essentiel. C'est la différence entre... Alors, s'il doit réussir, on doit prendre toutes les dispositions pour qu'il réussisse. Hein? Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. On doit... Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, la première des recettes qui nécessite rien, c'est écouter. Avant de faire le contrat, il faut prendre le temps d'écouter. Si on n'a pas le temps d'écouter, et c'est la plainte essentielle que disent les collègues, on veut éduquer, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Donc, il y a un problème de temps. Si on doit disposer on doit écouter, on doit prendre le temps d'écouter avec quelqu'un qui parle doucement ou quelqu'un qui parle vite et s'adapter. On est obligé. Et donc, on apprend ça. Comme il y a les difficultés pratiques, on est au niveau de quelles sont les difficultés pratiques. Donc, on a un problème de temps, de technique, de moyens pour arriver à cela. Donc, écouter. Alors, il y a dans la pédagogie, dans l'information, ce qu'on appelle l'écoute active. L'écoute active, donc, je vous introduis des petits trucs en matière de... Mais les choses importantes, quand on fait de l'information, de la communication, il faut écouter la personne. Si on ne l'écoute pas, si on lui donne juste notre recette, on n'est pas sûr que ça marche. Et donc, il faut autant de temps qu'on donne à expliquer, il faut le donner à écouter. Donc, il y a un problème ici. On n'a pas trop l'habitude de le faire. Je dirais, on n'a pas trop l'habitude de le faire. Est-ce que vous avez d'autres éléments, des difficultés à accompagner un patient? De votre expérience pratique, quand je vous demande de rester très pratique et très clinicien. Oui. L'absentéisme. Très bien, c'est clair. Donc, vous avez dit absentéisme. Donc, vous avez dit une autre idée. Non, on va se compléter, on va trouver les solutions à des choses.
En groupe, en petit groupe, oui, et à titre individuel. Ça, avec l'expérience, on l'acquiert tous ensemble avec l'expérience. Notre expérience, on part de notre expérience. Tout à fait. Très clair. Pour que ça ne soit pas, si vous pouvez noter ces éléments parce que c'est important. Alors, pour l'éducation de groupe, il vaut mieux, on le faisait nous aussi comme ça, mais il vaut mieux faire des groupes un peu homogènes. Ça, c'est tous les pédagogues vous diront. Il vaut mieux faire. Alors, il faut partager l'éducation en éducation de groupe et individuelle. Ce qu'on peut faire en groupe, c'est pas la même chose que ce qu'on peut faire à titre individuel. Je réponds à votre préoccupation, effectivement. Et quand vous dites l'absentéisme, je vous dis les patients, quand on a avec quelqu'un qui est dans la famille, qui est diabétique ou qui a une maladie chronique, on a tous eu, puisque c'est tellement. Vous l'avez vu dans votre expérience. Moi, je l'ai vécu avec mes parents, donc comment dire. Donc ils ont envie de se soigner, et donc ils ont envie de comprendre leur maladie, et ils viennent vers vous parce qu'ils ont besoin de vous. Donc cette relation, elle est essentielle. La relation qu'on a avec eux est essentielle. Et dès qu'on a, et donc, relation soignant-patient, elle est essentielle. Et si il faut prendre le temps, voilà. Et donc, il y a encore un problème de temps. Quand on me dit maladie chronique, la durée. Quand vous avez signalé le problème de temps, on a signalé que dans la consultation, on n'a pas le temps, et que les gens viennent ou viennent pas. Donc, il y a une pagaille qui me fait dire très simplement, et qui me rappelle essentiellement que, en dehors de soigner la maladie, on est obligé de s'organiser, d'organiser pour le patient, d'organiser. C'est nous qui dirigeons. C'est nous, en tant que soignants, qui dirigeons la chose. On est obligé, et vous le verrez, même quand vous avez un parent, il faut qu'on s'intéresse à ce problème d'organisation. Organiser les soins, et donc c'est la première des étapes. Pourquoi? Parce qu'on a un temps limité, une consultation. Mais organiser, alors, et on a tendance à faire comme pour la maladie aiguë. C'est pas la même chose. On a le temps. Donc, organiser, ça veut dire mettre des priorités. Voilà un secret essentiel. On ne fait pas tout comme dans la maladie aiguë. On prescrit une ordonnance et on dit, même si on a un problème aigu, on le règle. Puis après, quand on est dans la chronicité, on est obligé d'organiser et de mettre des priorités. Mettre des priorités. Organiser. Alors peut-être je vais vous présenter ce que j'ai, si possible. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point? Puisqu'on n'a pas le temps, on est obligé d'organiser, et on n'a pas le temps. On n'est pas seul. On n'est pas seul. Faut pas oublier que dans la maladie aiguë, on décide, on a notre protocole, on soigne une typhoïde, on soigne un paludisme, on soigne. Écoute, c'est nous qui dirigeons, on se pose même pas la question, on donne l'ordre aux patients pratiquement. Mais dans la maladie chronique, c'est autre chose. C'est autre chose parce qu'on a le temps, parce que c'est dans la durée. Si c'est dans la durée, et on a tendance à être manipulé par notre formation à la maladie aiguë, aux accidents. Rapidement, là, on s'organise. On s'organise, ça veut dire quoi? On organise le temps. Entre la consultation, la prochaine consultation, je ferai ça. L'éducation, je vais faire ça aujourd'hui, et dans un mois, je vais faire ça, et dans 3 mois, je vais faire ça. Et
Surtout que j'ai besoin de réussir. Je ne peux pas réussir si je ne définis pas des priorités. Alors, dans les bouquins, c'est objectif à court, moyen et long terme. Vous verrez dans le traitement de la maladie chronique, dans le diabète, l'objectif à court terme. On prend un exemple, pour être très pratique. Un diabétique sous insuline. Un diabétique sous insuline, je le mets au début sous insuline. Mais écoutez, les endocrinos vont s'énerver, les collègues anciens vont s'énerver. Je m'en fous de sa glycémie. Ce qui m'intéresse, c'est l'objectif à court terme, c'est quoi? Vous le savez. La court terme, c'est quoi? Si je le mets sous insuline avec une ordonnance, hein, qu'il ne fasse pas d'hypoglycémie, qu'il ne se retrouve pas au coma. Et qui n'arrête pas son insuline s'il en a besoin pour vivre. Alors, c'est quoi ça? C'est pas la glycémie. Non, mais non. Non, mais allez-y, pardon, je parle. Là. Quand vous donnez cet exemple de malade qui vient de commencer l'insuline, pour moi, il y a 4 priorités. C'est vrai, l'hypoglycémie, le risque d'hypoglycémie, comment l'éduquer pour ne pas avoir d'hypoglycémie. Oui. Mais aussi la technique. Des fois, une patient laisse le stylo d'insuline jusqu'à ce qu'il se termine. Ouais, la technique, vous avez parlé de technique. On lui apprend la technique. Alors, c'est là où il faut partager les responsabilités, si possible. Voilà où vient l'enseignement de groupe. C'est pas à moi, en tant que médecin, de le faire. Je le confie à l'infirmière, à mon assistante. Je ne fais pas ça. C'est pas au médecin de tout faire, comme dans la maladie aiguë. Je ne fais pas. J'ai répondu à votre question, là. Donc, je ne fais pas ça. Je programme, soit dans un programme d'éducation de groupe avec une secrétaire, une infirmière, n'importe qui va apprendre, et peut-être en petit groupe, très simplement, et je vais gagner un temps fou. Je lui dis, au moment d'apprendre à se piquer, écoutez, vous allez voir avec la madame ou monsieur. Ok? Donc, vous avez dit. Et ça sort toujours 2-3 objectifs. Parce qu'il faut aussi l'informer sur, par exemple, la nécessité de féculents, la gastrique rapide. D'accord. Là, peut-être qu'il y a une petite confusion dans notre. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion entre les objectifs et les moyens. Les objectifs, c'est l'objectif santé. C'est qu'il ne tombe pas dans le coma. C'est l'objectif santé. Urgent. Donc, c'est que dans le mois qui vient après ma consultation, je ne le retrouve pas en réanimation. Et qu'une fois pour toutes, qu'il règle ça. Une fois pour toutes. Je vais plus loin. Une fois pour toutes, que dans son esprit, c'est pas moi qui décide. Parce que qu'est-ce qui fait que le malade va faire? C'est un très bon exemple, le diabète de type 1 de démarrage. Qu'est-ce qui fait que le malade va faire une hypoglycémie catastrophique? C'est qu'il ne sait pas, c'est qu'il n'est pas convaincu, mais c'est lui qui décide. C'est là où le partage des responsabilités est évident. Et qu'il faut que je m'assure, avant qu'il sorte de ma consultation, que j'ai fait le programme pour lui. Avant, on disait quand on éduque le patient, disons, on ne fait plus rien. C'est plus dur quand on éduque le patient. C'est plus dur, il faut organiser. Organiser le temps, organiser les intervenants, organiser en fonction de l'objectif thérapeutique, de l'objectif de santé. Et l'objectif de santé, je l'oublie pas. C'est pour ça que je reviens à votre remarque. L'objectif de santé, c'est pas le moyen. L'objectif de santé, si mon objectif de santé, comme vous le savez, c'est de ne pas faire une hypoglycémie catastrophique et de ne pas faire une acidocétose. Si c'est l'acidocétose, c'est facile, vous le savez, c'est qu'il n'arrête pas son insuline. Même s'il a fait mal son insuline, mais s'il arrête son insuline, c'est la catastrophe. Donc, je vais me concentrer pendant le temps qu'il faut à cet objectif. Et je passe au reste. Voyez un peu, ça, je pense que c'est la clé. Namel. Comment?
Voilà, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc comment accepter, voilà, donc quand je suis dans cette problématique, je pars de l'objectif qui est dans ma tête. Moi, c'est moi le médecin, c'est moi. Je pars, donc pour qu'il accepte son insuline, il faut qu'il accepte sa maladie. Je suis transporté dans la psychologie, dans la pédagogie, mais avec un objectif très précis. Si j'ai pas le programme, je me perds. Je ne confonds pas le programme, l'objectif avec les moyens. OK? Donc comment? Alors, je suis dans l'acceptation. Je vous donnerai quelques recettes que donnent les psychologues. C'est pas moi. Hein, moi, je prétends être juste un praticien qui a réfléchi aux difficultés qu'il a comme vous, qui a peut-être un peu théorisé sur ça, mais j'ai rien de plus. Donc, je me pose cette question essentielle. Donc, je dois lui faire accepter sa maladie. Accepter déjà la base simple, le bon sens élémentaire, je vous explique. Ce que je sais. Voilà, vous avez un diabète. Vous avez un diabète qui a besoin d'insuline absolument. Vous en avez besoin pour vivre. Et là, comment je vais savoir la suite? Je pose la question, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça qui va déterminer et puis, si c'est un enfant, il y a sa mère à côté ou son père. Obligatoire. À la médecine familiale, ce qu'ils font pas en Europe. Ce que j'ai pas fait chez Assal. Donc, ici, la mère, le père est important, ou le grand frère. Chez nous, donc c'est essentiel. Donc, son parent le plus proche est là. Je lui dis, voilà, vous avez besoin d'insuline pour vivre. Écoutez, c'est un choc. Tous les bouquins le décrivent, mais dans la réalité, comment faire? Il faut écouter la personne. Il faut l'écouter, prendre le temps de l'écouter et de créer un climat de confiance. Il n'y a pas autre chose. C'est pas l'intelligence artificielle, c'est pas c'est l'écoute. Et si on est dans l'écoute, alors les psychologues qui ont travaillé sur la maladie chronique ont décrit des stades d'acceptation. Quand on a un choc, dû à une maladie qu'on ne prévoyait pas, surtout chez un enfant c'est pire, mais même chez un adulte ou une personne âgée, on ne l'accepte pas au départ. C'est naturel, c'est humain. Comment faire avec tout ça? Donc, donc, Assal a travaillé avec une psychologue expérimentée sur les stades d'acceptation de la maladie chronique et sur notre attitude à nous en tant que soignants. Mais vous trouverez ça en détail, mais je vous donne l'élément essentiel. Vous trouverez ça dans les détails, dans sa réflexion sur ça. Et ça rejoint de la psychologie, hein. Mais il a donné des recettes pratiques. Quand on est devant un patient, voilà, il est choqué par sa maladie, donc il passe par des stades psychologiques. Il faut qu'on le connaisse en théorie. L'élément essentiel de ce stade, c'est le déni. On ne reconnaît pas sa maladie. Et vous l'avez vu chez vos parents, vous l'avez vu tout dans l'entourage. Alors il faut faire avec. On est obligé, on n'a pas le choix. Il faut faire avec. Donc il y a un déni de la maladie. C'est plus compliqué que ça, mais schématiquement, il y a un déni. On dénie si la maladie est très lourde, que ce soit un cancer ou que ce soit un diabète insurodépendant chez les jeunes, même chez les diabètes de type 2, c'est plus facile parce qu'on sent rien. Quand il sent rien, le diabétique, il dit, mais moi, je suis pas malade, vous l'avez vu tous les jours. Donc ce déni, c'est essentiel. Il faut que je sache s'il est à ça de déni. Justement en l'écoutant, tout simplement. En l'écoutant. Alors, on revient toujours à la même chose. En l'écoutant. Si je sais, s'il exprime ce déni, c'est déjà le début du traitement. C'est le début. S'il arrive à exprimer, mais il y a ce qu'il dit, et il y a vous voyez en tant que clinicien, le patient,
ses réactions, sa façon de vous voir, de son étonnement, tout ça. Tout ça, vous apprenez avec l'expérience à le déchiffrer très rapidement. Vous avez une expérience de l'humain, vous apprenez à déchiffrer cela. Alors, le déni, il faut savoir, on revient à l'absentéisme. Si le patient est dans une phase de déni, c'est pas la peine de lui proposer un programme d'éducation de compliqué. Il ne va pas venir. Et il vote avec ses pieds. Hein. Le patient, il vote avec ses pieds. Il n'a pas envie. Il ne reconnaît pas sa maladie. Vous lui dites venez absolument à l'éducation. Donc, gentiment, comme il respecte le médecin, il lui dit ok, d'accord, docteur, mais il va faire, il pense. Donc, il faut qu'il y ait un besoin que lui, vous lui dites, qu'il sache s'il n'y a pas ce besoin, parce que lui est venu avec vous, avec sa maman ou un personne âgée, c'est parce qu'il a un besoin de vous. Et donc, partez ce besoin. Exprimez ce besoin. Voilà. Moi, je peux vous soigner, mais j'ai besoin de vous. Et je l'oriente. Donc, toute la problématique est là. Je vous ai dit, moi, je ne suis pas psychologue. Je ne peux pas devenir psychologue. J'ai tellement d'autres choses à fouetter. C'est ça le problème. C'est que moi, je ne prétends pas être psychologue. Mais je prétends soigner. Je suis clinicien. Je prétends être un bon clinicien, c'est ça. Eh bien, dans la relation thérapeutique, il y a de la psychologie. Alors, je vous donne la recette simple. C'est pas un DU qu'il faut, c'est juste parce que parfois, si je m'adresse à des psychologues, ils vont me perdre dans leurs détails. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est utile pour moi, pour cette thérapeutique. Et je vous donne, par exemple, je sais pas, je peux essayer de vous présenter deux ou trois recettes concernant cela. Donc, les individus, il y a le biomédical, il y a en haut toutes les autres sciences, hein, toute la famille, la profession, tout ça rentre en jeu, on a dit. Alors, dans ce schéma montre la limitation entre la prise en charge professionnelle et la prise en charge disons, par le patient. Le self-care. Donc, c'est essentiel. Le schéma, vous l'avez en tête, vous l'avez dans les bouquins. Donc, dans les maladies chroniques, donc, il faut partir de là. C'est le patient qui va, à la fin, décider. C'est pas notre ordonnance. Partir de là. Et c'est pas la même chose que la maladie aiguë. OK? Donc, alors, si je suis dans la psychologie, je vais essayer de... Alors, je veux pas être psychologue. Je veux pas être pédagogue. Mais je veux essayer, en tant que clinicien, de faire... Et c'est ça que j'ai eu des difficultés avec les sociologues. Et ils veulent nous remplacer. Ils ne peuvent pas remplacer un clinicien. Un clinicien, voilà, donc vous avez un parent qui a une maladie chronique. Il l'a pas exprimé comme ça. Voilà un humoriste, comment il l'a exprimé très simplement. Alors, si on n'est pas n'importe quelle maladie chronique, donc le patient veut bien sûr avoir toutes les techniques, tout le traitement nouveau, mais il veut en même temps répondre à ses besoins réels. Et le médecin, s'il lui répond, je vous donne le traitement ou l'ordonnance, il est dans la maladie aiguë, il n'est pas dans le chronique. Okay, il n'est pas dans le chronique. Le chronique, c'est programmer, organiser. Et faire les choses
step by step, étape par étape. Quand je m'assure que la première, pire que ça, quand je m'assure, je ne peux passer à la deuxième étape que quand la première étape est acquise. Si je m'assure pas que le malade si je dois m'assurer, il doit réussir. Si je m'assure que le malade va sortir de chez moi avec l'infirmière, avec l'entourage, avec l'enseignement de groupe, tout ce que vous voulez, avec l'internet, tout ce que vous voulez, il faut qu'il arrive au point, il va pas arrêter l'insuline. Il va éviter l'hypoglycémie sévère. Voilà. Et c'est ça l'objectif. Si j'ai un objectif thérapeutique clair, je ne perds pas dans les détails. Je me perds pas dans les détails. C'est très important. Je me perds pas dans les détails. Je répète encore une fois, je reste, alors que tout le monde m'envoie sur les détails. Tout le monde. L'entourage, mais moi, je m'en fous de tout ça. Je veux que mon malade n'arrête pas son insuline. C'est moi qui dirige. C'est pas les autres. Et alors, vous le voyez dans toutes les séances d'éducation. Eh bien, écoutez, je veux que j'ai un objectif thérapeutique, mais pas un objectif ambitieux, parce que j'ai programmé le reste. Je commence par l'essentiel. Toujours. Est-ce que cette idée vous semble logique? Je ne sais pas, peut-être un autre avis. J'ai répondu à votre je m'en fous. Je suis dans la phase où tout à fait, je vais le partager avec lui. Bien sûr. On ne peut rien lui imposer, mais lui est venu vers nous pour qu'on lui donne des solutions. Oui. Oui, un diagnostic éducatif, tout à fait. Tout à fait, voir un peu comme... Tout à fait. Si on l'écoute, on est déjà dans le contrat, dans l'accord. Si on l'écoute pas, on peut pas lui demander. Si on l'écoute, on est déjà dans la discussion. Si on l'écoute comme il nous a écouté, on lui a dit voilà, il faut pour votre santé de faire ça. Ben écoutez, on l'écoute. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, il y a 2 ou 3 questions qui vous permettent d'avancer. Alors, il y a des théoriciens qui ont fait, il y a des gens qui ont travaillé sur chacun de ces aspects. Hein. Donc, moi, je vous dis, je ne veux pas que la théorie, après, je vous donne peut-être les recettes ou les documents qui ont travaillé sur ça. Je voulais qu'on discute, qu'on insiste sur l'essentiel. Ok? Est-ce que c'est bon? Donc, l'essentiel, s'organiser, rester vers l'essentiel, pas de détails, ben gentiment, on va pas lui dire قال لي واخذوا واش مزيانه ولا ما مزيانه quoi نقول له ماشي هذا هو المهم. C'est pas et malheureusement avec l'internet ça s'est aggravé, la situation s'est aggravée parce que l'information, tout le monde parle du diabète, tout le monde comprend tout, mais écoute, notre responsabilité est plus lourde. Tout le monde a l'impression de tout connaître. Mais en même temps, il vient vers vous. Hein. Il vient vers vous parce qu'il sait que tout connaître, il va pas se soigner. C'est pas possible. Donc, c'est vous le soignant. C'est vous qui dirigez. C'est personne d'autre. Gentiment, fermement s'il le faut. Mais ça dépend de la psychologie. S'il est dans le déni, et j'aggrave la situation, voilà. Pour le motiver, je lui dis, si tu fais pas ça, comme mon l'infirmière quand elle dit, elle réunissait les patients, et la première infirmière avec qui j'ai travaillé, qui était une ancienne, elle réunissait les patients en groupe, et puis elle leur disait, écoutez, si vous faites pas ça, si vous faites pas ce que je vous dis, vous allez avoir une amputation. Mais ça va pas. Mais quand je lui dis,
Je lui dis non, écoutez, vous me faites peur à vos patients, ils vont partir. La peur, chez l'animal, chez l'être humain, elle entraîne la fuite. La fuite vers le charlatan. La fuite vers un autre médecin qui va donner une autre solution. La peur, comme moyen de motivation, eh bien écoutez, elle existe partout, la peur. On l'a vu pour le Covid, on l'a vu ce mytho. Donc, la peur comme moyen de motivation, ça dépend de la psychologie du patient. S'il est dans le déni, ou il ne veut pas reconnaître qu'il est malade, et vous lui dites, écoutez, si vous vous soignez pas, vous risquez, il va partir très vite, il va pas discuter gentiment parce il fait confiance un peu à son médecin, mais il va plus revenir. Et comment le motiver en stade de déni? Ouais. Ben, parfois, il faut connaître, voilà, comment motiver à un stade de déni. C'est une question. Comment motiver déjà en général? Donc, on utilise souvent de façon naturelle, comme on a été formé, on utilise la peur, comme les médias et l'Internet utilisent la peur, en longueur de journée. À longueur de journée, on l'a vu Farmdan, des médecins et des professeurs viennent dire, si vous ne faites pas ça, vous risquez ça. Mais la preuve, c'est le tabac. Si vous fumez, vous risquez le cancer, mais tout le monde, les gens qui fument, ils fument. Ils s'en foutent de votre... Alors, quelques recettes pour motiver. Si on ne va pas utiliser la peur, on peut l'utiliser à certains moments pour certains patients selon leur état psychologique. Donc, mais utiliser un truc systématique par réflexe. Attendez, je vais essayer de retrouver je saute. Organiser les soins, j'en ai parlé, je vais en revenir si excusez-moi, je vais vers la motivation. Il y a peut-être motivé parce que lui est venu avec l'espoir d'être mieux. Donc l'espoir, à l'inverse de ce qu'on propose, lui dire que ce que je fais en permanence avec les jeunes diabétiques, je dis la vie continue. Vous pouvez être. Donc je montre je montre la partie pleine du verre. Au lieu de lui dire le verre est à moitié vide, tel qu'il le pense, je lui dis le verre est à moitié plein, vous pouvez vivre, aller à l'école, vivre normalement. Voilà. Donc ça, c'est l'espoir, schématiquement. Et c'est schématique, bien sûr. L'efficacité, et donc la peur, chez l'animal ou chez l'être humain, elle entraîne la fuite. Et c'est de la physiologie élémentaire. Hein, donc c'est chez plutôt les gens qui ont peur des abeilles, écoutez, peur des abeilles. Votre expérience, oui. Oh non, mais on a tous une expérience à partager ici. Oui, ils sont très mal au sein. Mais des fois, il faut quand même utiliser un peu de peur pour quand même les adhérer. Tout à fait, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Mais de l'utiliser systématiquement, c'est moche. Voilà, c'est toute la problématique. Je dis, si une personne est dans une phase de déni de la maladie, ou qui n'a pas envie de faire d'efforts, peut-être que vous pouvez utiliser en même temps l'espoir et la peur. Donc, c'est à vous de juger. Si vous avez le canevas dans votre tête, vous allez juger individuellement de chaque patient comment vous allez faire, comment vous allez l'écouter. Mais s'il vous plaît, ne faites pas des réflexes. Comme cette infirmière faisait des réflexes. Elle disait à tous les malades, écoutez, si vous ne faites pas ça, vous risquez ça. Mais c'est pas possible. Alors qu'on avait un groupe de patients, quand je lui ai dit ça, il me dit non, le professeur qui était avant vous m'a rien dit, pourquoi vous dites ça? Donc, tu es jeune, tu comprends rien, moi j'étais en plein dans le truc. Effectivement, donc tout ça,
c'est pas des règles. C'est ça la difficulté. C'est que quand on est dans la psychologie, dans l'aspect humain, gardons dans notre tête les principes et essayons de les adapter individuellement à la situation. C'est ce qu'on fait en tant que clinicien. C'est ce que vous avez fait. Et, logiquement. Le bon sens reste un élément essentiel. Mais le bon sens suppose d'écouter. Si je me permets de dire. Définir des objectifs thérapeutiques. Écouter. Mais écoutez, ça prend du temps. J'ai pas le temps. Ça prend du temps. Alors, est-ce qu'il y a une recette pour écouter et ne pas perdre de temps? Voilà, partager, c'est ce qu'on dit. Quand on dit je donne, c'est ça. Quand je dis je définis des objectifs, je ne prétends pas que le malade, je sais pas comme dans la maladie que je partage le travail, je partage dans le temps et dans l'espace. C'est pas une ordonnance d'une maladie aiguë, d'une typhoïde ou d'une angine ou tout ce que vous voulez. C'est pas la même chose. Là, je dis, voilà, vous avez besoin de ça et le patient m'écoute parce qu'il sait qu'après, il va être mieux, il va être guéri. Ok, mais là, tout de suite, je lui dis, tu vas pas être guéri, tu vas être soigné. C'est lourd. Imaginez juste, écoutez juste vos parents. Écoutez juste, vous allez comprendre comment c'est difficile. Et je suis dans le déni. Si j'utilise la peur à ce stade, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, j'obtiens rien du tout. Alors, je voulais peut-être la motivation. Alors, dans l'éducation, il y a l'information et la motivation. Mais ne pas compliquer les choses. Je veux motiver le patient à faire quelque chose, je veux l'aider à faire quelque chose, et je veux lui expliquer, lui apporter le savoir scientifique essentiel, les choses que je connais moi, simplifier à son... Voilà, donc dans l'éducation, c'est ça. Et je veux m'assurer que ça marche. Ah, c'est ambitieux, mais ça peut se résumer en quelques questions, en un peu d'écoute. C'est ambitieux, je veux m'assurer que ça marche. Écoutez, vous l'avez vu dans votre expérience, il y a des patients riches, je l'écoute, je sais qu'il va adhérer à son traitement, je sais qu'il va arriver, il est en train de... Il y a quelqu'un qui est perdu, écoutez, il faut l'aider, il faut essayer de trouver le moyen de l'aider. Alors j'essaie de Alors la motivation, c'est comme l'éducation. On éduque, mais c'est le patient, c'est pas nous. Ce qui est important, c'est ce qu'il a compris. C'est pas ce que l'on lui a expliqué. Donc c'est de la pédagogie élémentaire de base. C'est pas de lui expliquer qui est suffisant. C'est que lui ait compris ce qu'on a dit. Écoutez. Et la motivation interne, la motivation de la personne, notre aide, c'est pas l'essentiel. C'est lui qui doit réussir. C'est pas à nous. Nous dirigeons. Vous voyez, donc, autant le médecin, là, vous dominez la situation. Vous n'êtes pas en train d'abandonner une partie de votre métier. Vous dominez la situation. Vous valorisez votre métier. Vous valorisez votre façon de faire. Indiscutablement. Donc, parce qu'au début, on a dit, l'éducation, oui, mais c'est pas nécessaire, et puis c'est difficile, et puis c'est... Il faut que la logique soit simple, si je me permets, et qu'elle soit partagée, et qu'elle soit organisée. Simplement. Et là, on peut y arriver. Alors, on peut y arriver. Parce que moi, on peut y arriver si on partage le travail, si on organise les choses. Oui. S'il vous plaît, pour les croyances de santé, au Maroc, il y a une phrase que les patients disent, Moutouhida. Oui, oui. Et vous dit, tout à fait. Je fais pas de régime, je vais pas faire. Ça exprime
énormément de choses. Comment répondre? Ça exprime énormément de choses. Nous ne sommes pas psychologues pour analyser tous les éléments de cette réponse, mais nous pouvons faire avec. Vous voyez, donc, donc, ça exprime à la fois, ça peut exprimer beaucoup de choses. Donc, et on n'a pas le temps de rentrer dans le détail de ce qui est. Pourquoi la Brina Smito, c'est ce qu'on a essayé d'étudier dans notre enquête qu'on a travaillé dans un bouquin. Dont on a fait une enquête où on a écouté les patients avec des sociologues et on a écouté ce qu'ils pensent, comment ils voient les choses. Et voilà. Tu risques il faut répondre à cette question. Il faut déjà essayer de comprendre. Il faut essayer de répondre. Et chacun exprime quelque chose, une idée derrière cette réflexion. Et là, comment on va essayer de comprendre? En écoutant, on se donne toujours du temps. On ne va pas tout régler en même temps. On va écouter, on va créer une relation, on va créer un échange qui va nous permettre de comprendre mieux le patient, parce que une seule expression n'est pas suffisante. Et donc, là, l'entretien individuel avec le patient, et donc on ne peut pas remplacer l'éducation en mettant, tiens, je vais prescrire et donner l'éducation de groupe à l'infirmière. Ça ne marche pas. C'est nous qui dirigeons, c'est le médecin. Moi, je suis pour valoriser notre métier de clinicien. Et pire que ça, je dis, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas ethnologue, anthropologue, mais je peux faire avec, parce que je suis un praticien, je suis un clinicien, avec mon expérience et avec un peu de recul théorique. Oui, je ne sais pas la psychologie, détail. Okay. Donc, ce qu'il dit, voilà, peut-être avec le temps, je vais le connaître mieux, ce patient. Peut-être je le connais un peu. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors, il y a un problème qui rejoint un peu le diabète de type 2, quand on motive un patient qui ne sent rien. Il ne sent rien. Nous, on a en tête, s'il ne se soigne pas bien, et il va faire des complications dans 10 ans et dans 20 ans. Microangiopathie, macroangiopathie. Et on le motive, alors que la motivation, toute la difficulté là, elle est sur quand on motive, les gens sont plus motivés sur le court terme, sur le dans 10 ans ou dans 20 ans, que vous imaginez que quand un patient a déjà 70 ans, il s'en fout de ce qui va se passer donc c'est une des difficultés. Avancer peut-être pour ne pas trop. Alors, motivation, j'ai parlé d'éducation. Alors, aspect psychologique. D'abord, c'est nécessaire. Voilà les stades d'acceptation qui ont été présentés, mais vous le retrouvez dans la bibliographie d'Assal. Vous cherchez Assal, vous allez trouver la psychologue. Ils ont travaillé sur la psychologie de la maladie chronique. Et ils ont essayé de résumer en tant que clinicien. Ils n'ont pas parlé en tant que psychologue. C'est pour nous. Le déni, non, ça peut pas m'arriver, non, c'est pas moi, non, j'ai pas de diabète. Alors, comment travailler avec tout ça? Le support familial, quand on est dans le support familial, nos familles, on oublie l'essentiel. L'essentiel, il y a le support soutien matériel, il y a l'essentiel est émotionnel d'une maman avec son enfant, d'un père avec son grand-père, d'un jeune avec son grand-père. Donc cette relation donc, mérite aussi qu'on fasse attention. Donc on a l'attention aiguë et on a les choses essentielles. On ne veut pas être psychologue, très bien, et ni médecin, on est des cliniciens.
pas le temps de... Donc, et même pour la culture, il y a des gens qui ont présenté des modèles. Je peux vous donner les éléments après. Je ne vais pas rentrer dans le détail. On a travaillé avec les sociologues, j'ai travaillé avec les sociologues sur la représentation. Représentation culturelle, représentation sociale, c'est-à-dire l'idée qu'on se fait quand on n'a pas eu, l'idée qu'on se fait, l'idée que la personne se fait de la maladie. Vous l'avez vu en constat. Vous avez un patient, il a eu une mère, et il dit ma mère est morte du diabète. C'est faux, mais c'est sa croyance de départ. Alors comment vous voulez que lui, il accepte il est dans sa relation à la mort. Donc vous l'avez constaté tout. Quand il vous raconte un peu sa relation à sa mère, vous voyez un peu. Alors c'est savoir, c'est en même temps l'état de c'est l'idée qu'on se fait de quelque chose, c'est les croyances. Alors comment faire quand c'est des croyances? Et on est tous plein de croyances. Comment faire avec ça? Est-ce que s'il croit que le jeûne c'est bon pour la santé, même quand on a un diabète sous insuline, comment faire? Comment faire? Représentation sociale. Vous écoutez un patient, il dit non, moi, vous m'avez dit ça, vous m'avez dit que si je fais de l'insuline et que je ne mange pas, j'aurai une hypoglycémie grave, etc. Mais moi, je veux jeûner. Moi, je veux jeûner. Moi, il faut faire avec. Il faut faire avec. La difficulté, c'est qu'il faut faire avec, comme a dit un pédagogue de ça, il faut faire avec pour aller contre. Si vous écoutez son expression de ses croyances, déjà, et vous dites votre connaissance scientifique, vous exprimez, vous dites l'insuline, l'aisement, et si vous ne faites pas votre insuline, vous faites votre insuline et vous mangez pas, vous risquez, je dis bien, vous risquez de faire un coma et de vous retrouver ou de tomber dans la rue. Elle vous dit, mais docteur, écoutez-le. Et je vais vous dire, moi, je vais plus loin. Donc, il remet en cause un peu votre vous êtes, mais déjà l'exprimer, c'est important. Vous lui avez dit, lui pense ça, vous dites ce que vous pensez. C'est déjà une première partie de la solution. Si vous êtes dans la confiance, c'est une première partie de la solution. En même temps, il dit ça, mais en même temps, il a envie de vivre. Donc, il vous dit, donc, il a envie de vivre. Sauf s'il est dans une dépression profonde que vous avez étudiée en pathologie psychiatrique, avec les barimoutes. C'est toute et ça, dans la parole, voilà, les représentations, qu'est-ce qu'il faut faire avec? Bon, je parlé déjà de ça. Peut-être je vais revenir en arrière sur quelques images. Donc, on a parlé de la représentation sociale, c'est de la sociologie. Qu'est-ce qu'il faut faire avec? Faire avec pour aller contre. On a parlé de la psychologie, il faut connaître de la motivation. On a parlé de la famille comme exemple. On a parlé de la culture taqafa al-amma. Alors, peut-être je vais insister sur quelque chose dans la culture taqafan al-insan. On a dans la variété des gens, on a des gens de cultures différentes et on est nous d'une formation scientifique, donc une culture scientifique. Donc, il faut partir de là. Comment faire avec tout ça? Voilà, donc c'est une introduction à vous donner un peu d'appétit et vous dire
faire dire que c'est pas compliqué. Il faut pas que les spécialistes disent non, la psychologie c'est compliqué. Non, calme. On veut juste soigner les gens. On veut pas devenir psychologue. Donc, elle dit, la psychologie, non. Les recettes essentielles sont simples. Je peux peut-être présenter, il y a des collègues qui ont réfléchi sur ça. Donc, est-ce qu'on tarde طولنا شويه نخليو المسائل نخليوها هكا غير خليها شويه وصافي